Lorsque les Tyrannides apparurent pour la première fois aux confins de la galaxie, l'Imperium fut totalement pris au dépourvu. Depuis 10 000 ans, l'humanité avait dû faire face à d'innombrables menaces, frères traîtres, incursions de démons et empire Xénos, mais jamais à quelque chose d'aussi étranger, d'aussi implacable et d'aussi profondément terrifiant. La galaxie s'était habituée à des ennemis familiers, des ennemis qui faisaient la guerre par idéologie, par ambition ou par de sombres rituels. Mais les Tyrannides n'avaient aucune de ces motivations reconnaissables. Ils n'apportaient qu'une faim insatiable. Cela a commencé discrètement, par des chuchotements astropathiques lointains et fragmentés provenant de systèmes périphériques. D'abord considérés comme les divagations incohérentes de Psykers, rendus fous par l'isolement ou l'altération de la distorsion, ces messages devinrent rapidement plus fréquents et plus désespérés. Les astropathes impériaux parlaient de cauchemars qui envahissaient leurs heures de veille, de vastes ombres qui effaçaient les étoiles, et d'un insidieux bourdonnement psychique qui annonçait l'approche de quelque chose de monstrueux. La planète Tyran, sur la frange orientale, fut la première à se taire. Sa dernière transmission, enregistrée par des adeptes astropathes terrifiés, parlait d'innombrables organismes descendant d'un ciel encombré de vaisseaux vivants, de défenses planétaires submergées en quelques heures et d'un monde dévoré jusqu'à sa base. L'Imperium n'avait préparé aucune réponse, aucune éventualité pour un ennemi dont le but ne semblait pas être de conquérir ou d'asservir, mais simplement de consommer. Les rapports suivants racontent les mêmes histoires d'horreur. Des signaux de détresse frénétique parvinrent aux stations de commandement du Segmentum, décrivant le ciel noirci par des vaisseaux vivants, l'air épaissi par des spores, et le sol lui-même s'animant de hordes de prédateurs chitineux. Des mondes qui arboraient fièrement la bannière impériale sont tombés en quelques jours, parfois en quelques heures seulement, leur population ayant été dévorée sans distinction ni pitié. Des flottes entières, envoyées en renfort, disparurent complètement, ne laissant derrière elles que des transmissions déformées qui parlaient de murs de chair vivants et de gueules pleines de dents capables de déchiqueter des vaisseaux comme du parchemin. Lorsque la nouvelle de ces catastrophes s'est répandue, la confusion s'est rapidement transformée en panique. Les gouverneurs de planètes, d'ordinaire si fermes dans leur arrogance, implorèrent soudain de l'aide, la voix tremblante et l'orgueil brisé. Les généraux qui avaient affronté les invasions orques et les soulèvements hérétiques trouvèrent leurs stratégies inutiles face à un ennemi qui s'adaptait constamment, se reconfigurant pour exploiter la moindre vulnérabilité. Chaque défense mise en place par l'Imperium était rapidement anéantie par l'efficacité biologique impitoyable des Tyrannides, laissant les armées en lambeaux et le moral complètement brisé. Les érudits impériaux parcoururent d'anciens tomes à la recherche de documents expliquant ces nouveaux ennemis monstrueux. Les bibliothécaires fouillèrent leurs archives, les inquisiteurs consultèrent des textes interdits, mais aucun précédent crédible ne put être trouvé. Même les Eldars, qui abritaient souvent des secrets antérieurs à l'humanité, ne proposaient que des avertissements sibyllins et un sentiment d'urgence qui laissait supposer qu'ils comprenaient, eux aussi, la gravité de cette menace cosmique. Pour les citoyens impériaux, la réalité est encore plus sombre. Les voxcasts ont cessé d'être rassurants, remplacés par des alertes d'urgence diffusant des ordres d'évacuation désespérés ou des hymnes sinistres destinés à réconforter les mondes condamnés à l'anéantissement. Les nouvelles en provenance de secteurs éloignés se firent plus rares, pour finalement être remplacées par le silence. Chaque nouveau rapport, rare, fragmenté et souvent d'une brièveté terrifiante, montrait clairement que l'humanité n'était pas confrontée à une seule flotte d'invasion, mais à de multiples essaims de ruches coordonnées qui s'approchaient de multiples directions. Toutes les voies d'évacuation étaient systématiquement fermées.
Les hauts seigneurs de Terra convoquèrent des conseils d'urgence, dépêchant d'urgence des flottes et des armées pour fortifier les mondes clés et stopper l'avancée des tyrannides. Mais même eux comprirent en privé la quasi-impossibilité d'arrêter une chose capable de se consumer et de s'adapter à l'infini, se renforçant à chaque monde conquis. Leur meilleur espoir ne résidait pas dans la victoire, mais dans le fait de retarder l'anéantissement suffisamment longtemps pour déchiffrer la véritable nature et le but de l'ennemi. En fin de compte, l'Imperium s'est trouvé confronté à une menace existentielle qui défie l'entendement. Ces créatures, unies par une intelligence terrifiante, mais mues par un simple impératif biologique, ne faisaient pas la guerre. Elles se contentaient de dévorer, avançant toujours plus loin, avec une faim qui semblait sans origine ni fin. Des chuchotements effrayants commencèrent à circuler parmi les stratèges impériaux et les astropathes. Cette force monstrueuse pourrait-elle fuir quelque chose d'encore plus terrible? Leur faim implacable n'était-elle pas de l'ambition, mais du désespoir? Pourtant, ces questions sont restées sans réponse, noyées dans le chaos d'une galaxie soudainement et brutalement éveillée à sa vulnérabilité. Des mondes continuèrent à brûler, consumés et réduits au silence pour toujours. Les tyrannides avançaient inexorablement, une tempête vivante traversant les étoiles, dépouillant des secteurs entiers de toute vie. L'Imperium, fier et étendu à travers les étoiles, se trouva complètement, terriblement et tragiquement pris au dépourvu. C'est ainsi que l'humanité s'est retrouvée face à un vide plus sombre que tous ceux qu'elle avait affrontés auparavant, réalisant trop tard que la galaxie était plus vaste, plus cruelle et plus remplie d'horreurs qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Au départ, les tyrannides n'étaient guère plus qu'une menace sauvage, une horde guidée par l'instinct qui dévorait tout sur son passage, sans stratégie ni logique. L'Imperium avait combattu d'innombrables ennemis dont la sauvagerie n'avait rien à envier à leur férocité. Mais au fur et à mesure que les conflits avec les essaims tyrannides s'intensifiaient, des schémas inquiétants sont apparus et les analystes impériaux ont commencé à discerner quelque chose de bien plus alarmant: l'intelligence. Les premiers signes de cette terrifiante prise de conscience sont apparus lors de la défense de Macragge. Les commandants impériaux avaient érigé de solides défenses, persuadés que la puissance de feu conventionnelle et des tactiques bien rodées permettraient de repousser l'assaut des tyrannides. Pourtant, bataille après bataille, l'essaim s'est adapté, surmontant les stratégies soigneusement préparées avec une rapidité déconcertante. Les tranchées de la garde impériale, positionnées pour une défense optimale, ont été contournées par des bioformes fouisseurs jamais rencontrés auparavant. Les batteries d'artillerie, qui devaient servir de zone de déni dévastatrice, ont été neutralisées par des créatures aériennes spécialisées, précisément élevées pour réduire au silence les canons lourds. Les survivants ont décrit ces créatures en tremblant, notant non seulement leur apparence horrifiante, mais aussi la précision avec laquelle elles ont démantelé les fortifications des défenseurs. C'était comme si chaque action était anticipée, chaque défense préparée. Chaque victoire remportée par les forces impériales n'avait plus de sens, car les tyrannides apprenaient de leurs défaites, devenant plus forts et plus polyvalents à chaque nouvel assaut. Les commandants impériaux ont vite compris qu'ils n'étaient pas simplement confrontés à des bêtes. Ils affrontaient quelque chose de bien plus calculé. Un ennemi doté d'un vaste esprit évolutif, capable d'analyser et de réagir instantanément. Même les légendaires ultramarines, connus pour leur discipline et leur intelligence tactique, se retrouvèrent à plusieurs reprises dépassés. Leurs célèbres bibliothécaires perçurent une immense ombre psychique se profilant derrière l'essaim, dirigeant chaque organisme avec une coordination sans faille.
Alors que les xénologues de l'Imperium prenaient conscience de la gravité de cette révélation, des équipes d'érudits désespérés furent dépêchées, armées non pas d'armes, mais de plumes et d'ardoises de données, avec pour mission de décoder les mystères qui se cachent derrière l'adaptabilité des tyrannides. Ces chercheurs, issus de l'Ordo-Xénos, du Magos Biologis et d'innombrables autres institutions, travaillèrent fébrilement pour découvrir la vérité qui se cachait derrière l'étrange intelligence de l'essaim. Ce qu'ils ont découvert leur a donné froid dans le dos. Malgré leur apparence de simples horreurs biologiques, chaque organisme tyrannide faisait partie d'un réseau biologique d'une complexité incompréhensible. Les dissections effectuées sur les champs de bataille ont révélé l'existence de créatures conçues pour remplir des rôles hyper spécifiques, des attaquants rapides pour exploiter les ouvertures, de l'infanterie lourde spécialisée pour neutraliser les positions blindées, de l'artillerie vivante capable d'effectuer des bombardements précis. Tous ces organismes agissaient dans un but précis et cohérent. Ils ont fait preuve d'une unité de pensée impossible à atteindre par des moyens conventionnels. Les psycheurs impériaux, rendus presque fous par une exposition prolongée à la résonance psychique de l'essaim, ont décrit un océan de pensée chuchotant à l'infini, une présence qu'ils ont appelée l'esprit de la ruche. Il ne s'agissait pas simplement d'un relais psychique ou d'un lien instinctif, mais d'un intellect à l'échelle cosmique, intelligent et implacable. Cet esprit de ruche ne se contentait pas de diriger l'essaim, il répondait activement aux tactiques de l'Imperium, développant de nouvelles horreurs en temps réel pour les contrer. Cette prise de conscience bouleverse les doctrines impériales. Les généraux qui avaient passé leur vie à maîtriser la guerre étaient désormais confrontés à un ennemi qui apprenait plus vite qu'il ne pouvait s'adapter. Les doctrines tactiques sont réécrites en cours de campagne pour devenir obsolètes après une seule bataille. Des armées entières se retrouvent paralysées par l'indécision, hésitant à engager des forces, alors que toute action apprendrait inévitablement à l'ennemi comment mieux les massacrer la prochaine fois. Pourtant, alors que le désespoir s'emparait des stratèges de l'Imperium, les xénologues poursuivaient leur travail, animés par l'espoir désespéré de comprendre. Des autopsies détaillées révélèrent des formes tyrannides évoluant en quelques semaines, voire quelques jours, une accélération de l'évolution dépassant totalement l'entendement humain. Chaque nouvelle espèce découverte sur le terrain avait été soigneusement cultivée pour surmonter une tactique impériale spécifique. Les xénologues impériaux documentaient chaque variante de manière obsessionnelle, cherchant désespérément une faiblesse, un modèle, tout ce qui pourrait renverser la vapeur. Mais leurs découvertes n'ont fait qu'accroître l'effroi. Les données provenant de fronts distincts à travers la galaxie montraient que des adaptations identiques émergeaient simultanément, malgré les immenses distances séparant les flottes tyrannides. Cela signifiait que l'esprit de ruche n'était pas seulement intelligent, mais qu'il s'étendait à toute la galaxie, coordonnant instantanément des stratégies à travers des vides incommensurables. Une telle communication défie l'entendement impérial, tant sur le plan scientifique que psychique, et remet en question les limites mêmes de leur connaissance. Frénétiquement, l'Ordo-Xénos et les stratèges impériaux cherchèrent des modèles susceptibles de prédire la prochaine action de l'esprit ruche. Ils cartographièrent les trajectoires, étudièrent les mouvements des flottes ruches et examinèrent les adaptations biologiques avec une minutie sans précédent. Pourtant, aucune théorie n'expliquait pleinement le génie stratégique des tyrannides. L'essaim a continué à déconcerter les tentatives humaines de compréhension, gardant toujours une longueur d'avance, devançant toujours les réponses impériales. En fin de compte, l'Imperium dut faire face à une vérité indéniable. Les tyrannides n'étaient pas de simples horreurs extraterrestres. Ils étaient guidés par une intelligence bien plus ancienne,
plus profonde et plus terrifiante que toutes celles que l'humanité avait rencontrées. Le génie adaptatif de l'esprit de ruche, combiné à sa puissance biologique, rendait toute guerre conventionnelle impossible. Et pourtant, sous cet intellect monstrueux, une question plus profonde brûlait sans réponse. Cette entité terrifiante était-elle motivée uniquement par la faim, ou sa capacité d'adaptation rapide était-elle alimentée par le désespoir, fuyant quelque chose d'encore plus inimaginable? Assister à la destruction d'une planète par une flotte ruche tyrannide, c'était assister à un phénomène d'extinction en temps accéléré. Les biologistes impériaux, qui observaient ce sinistre spectacle depuis des stations orbitales et des croiseurs de combat éloignés, le décrivaient comme une forme d'inévitabilité cosmique, rapide, brutale et totalement impossible à arrêter. Les spores sont arrivés en premier, descendant en nuages suffisamment épais pour obscurcir le ciel et étouffer l'air. Chaque spore était une graine, porteuse de bioformes conçues pour initier la digestion planétaire. En quelques heures, la flore s'est tordue et a muté, les forêts se sont dissoutes dans une boue primordiale, tandis que les océans se sont remplis de milliards d'organismes microscopiques conçus pour absorber la biomasse à un rythme effrayant. Ces catalyseurs vivants décomposaient la matière organique, transformant des écosystèmes entiers en bouillie riche en nutriments, prête à être récoltée. Le processus est d'une rapidité inquiétante. Les xénologues ont décrit comment les mondes de l'Imperium, autrefois prospères et riches en vie et en ressources, devenaient en quelques jours des friches stériles. Les tyrannides ne se souciaient pas de conquête ou de gloire, mais seulement de consommation. Ils absorbèrent chaque molécule de biomasse, ne laissant pas la moindre bactérie derrière eux. Montagnes et forêts, océans et déserts, tout se dissolvait dans un bouillon siphonné par d'énormes vrilles organiques, s'étirant depuis les vaisseaux ruches en orbite. Ce qui a le plus troublé les analystes impériaux, ce n'est pas seulement la vitesse ou l'ampleur de la consommation, mais l'efficacité même du processus. Chaque organisme a été conçu pour une productivité maximale. Qu'il s'agisse d'immenses bassins de digestion, alimentés par des bioformes, ressemblant à des tapis roulants, ou de volants rapides, rassemblant des populations en fuite dans des zones de récolte. Chaque tyrannide était à la fois prédateur et transformateur, conçu explicitement pour extraire les nutriments de la manière la plus efficace possible. L'échelle était horrible, mais la précision était indéniablement brillante. Cette consommation incessante a conduit les spécialistes impériaux à s'interroger sur les véritables motivations des tyrannides. S'agissait-il uniquement de la faim, ou quelque chose de plus profond les poussait-il à agir? Certains ont émis l'hypothèse que les tyrannides étaient mus par un impératif biologique si puissant que leur existence même dépendait d'une alimentation continue. D'autres ont vu quelque chose de plus profond dans leurs actions, le désespoir. Les tyrannides fuyaient-ils une menace encore plus grande, leur faim sans fin n'étant que le symptôme d'une terreur cosmique qui les poussait toujours plus loin? Toujours plus loin? Les examens biologiques des spécimens capturés ont révélé une évolution rapide et ciblée, dépassant de loin tout processus connu. Chaque rencontre avec les forces impériales a donné lieu à des adaptations qui ont pu être observées presque immédiatement, parfois en l'espace de quelques heures. Un organisme tyrannide rencontré sur un champ de bataille pouvait apparaître radicalement modifié lors de l'engagement suivant, présentant de nouvelles caractéristiques spécifiquement conçues pour contrer les défenses impériales. Les biologistes du Mechanicus, stationnés dans des avant-postes de recherche éloignés, ont noté que le matériel génétique tyrannide, une fois isolé, continuait à muter à une vitesse alarmante. Même séparé de l'esprit de ruche, l'ADN tyrannide
faisait preuve d'une adaptabilité frénétique et agressive, sondant et expérimentant sans cesse de nouvelles formes, de nouvelles forces, de nouveaux moyens de surmonter les obstacles qui se présentaient à lui. Cette évolution radicale, bien au-delà de la biologie naturelle, impliquait une puissante intelligence directrice qui comprenait, anticipait et se préparait à toutes les menaces que présentait la galaxie. L'horreur de l'Imperium n'a fait que s'aggraver lorsqu'il a réalisé que chaque victoire contre les tyrannides les rendait paradoxalement plus forts. Chaque flotte ruche détruite fournissait des données génétiques à la suivante, permettant une mutation rapide des organismes pour contrer spécifiquement les tactiques impériales. Même les armes les plus efficaces, agents viraux, bombardements chimiques, interférences psychiques, sont rapidement devenues obsolètes, car les tyrannides ont développé des défenses en l'espace d'une nuit. Les plus grands triomphes de l'Imperium se sont révélés amers, chaque succès étant temporaire et éphémère. Les biologistes impériaux ont désespérément cherché à décoder les mécanismes à l'origine de cette évolution rapide, dans l'espoir de trouver des failles. Cependant, chaque tentative révélait une nouvelle couche de complexité biologique. Les cellules tyrannides étaient à la fois stables et volatiles, enfermées dans des cycles d'évolution hyper accélérés. Ces cellules réécrivaient rapidement leur code génétique en réponse aux pressions environnementales, produisant des organismes entièrement nouveaux à partir du matériel génétique existant en l'espace de quelques cycles de reproduction. L'efficacité de ce processus biologique est terrifiante et n'a pas d'équivalent dans la xénobiologie connue. Le désespoir grandissant, les érudits impériaux se tournèrent de plus en plus vers la sombre possibilité que la fin des tyrannides n'était pas instinctive, mais intentionnelle, motivée par la peur plutôt que par la simple survie. Certains xénologues ont avancé que les tyrannides consommaient sans relâche parce qu'ils avaient besoin de vastes réserves de biomasse pour alimenter leur vol perpétuel à travers les vides intergalactiques. Une implication troublante est apparue. Si les tyrannides, prédateurs et consommateurs de monde, fuyaient, alors quelle horreur inimaginable les poursuivait. En fin de compte, la faim insatiable des tyrannides restait un profond mystère, leur consommation incessante, une merveille biologique autant qu'une menace existentielle. L'humanité, qui se trouvait sur leur chemin, ne pouvait que se demander si elle était confrontée à une force de la nature sans cervelle ou à l'avant-garde d'une espèce désespérée, fuyant des ténèbres si profondes que même leur faim vorace faisait pâle figure en comparaison. L'arrivée des tyrannides n'a pas été annoncée uniquement par une dévastation physique. Elle a également été marquée par un phénomène psychique qui a profondément ébranlé les érudits et les psycheurs impériaux. Ce phénomène, appelé « ombre dans le warp » par les astropathes impériaux, était à la fois une signature terrifiante et une révélation troublante de la véritable ampleur psychique des tyrannides. Dès les premières rencontres, les mondes ciblés par les flottes ruches se sont brusquement tus, leur communication astropathique ayant été coupée sans avertissement. Les relais astropathiques, qui bourdonnent habituellement de vie et de bavardage psychique, s'éteignent soudainement, comme s'ils étaient consumés par une tempête invisible. Les vaisseaux qui tentaient des sauts en distorsion à travers ces régions voyaient leurs navigateurs désorientés, aveugles et incapables de tracer un passage sûr. Des flottes entières disparurent en cours de route, prises dans des ténèbres psychiques trop denses pour être percées même par le plus puissant des navigateurs. Les commandants impériaux ont d'abord pensé que cette interférence psychique était un effet secondaire accidentel, un symptôme de la biologie inhabituelle des tyrannides. Mais plus les mondes tombaient dans le silence, plus la terrifiante vérité devenait indéniable.
l'ombre dans le Warp n'était pas un simple accident. Il s'agissait d'une arme délibérée et dévastatrice, d'une extension de la conscience collective des tyrannides qui noyait toute autre communication psychique. Elle aveuglait les psycheurs impériaux, les empêchant d'appeler à l'aide ou d'organiser une résistance digne de ce nom. Les psycheurs pris dans l'ombre ont rapporté des sensations de pression mentale écrasantes, comme si un poids énorme pesait sur leurs âmes. Leur esprit se remplissait d'un bruit incessant, composé d'innombrables voix extraterrestres chuchotant à l'unisson, des voix sans parole, mais riches d'intentions primitives. Les astropathes qui ont survécu à ces assauts psychiques les ont décrits comme un océan infini de grincements de dents et de griffes, une présence psychique qui dépasse l'entendement. Nombre d'entre eux sont devenus irrémédiablement fous, incapables de résister à l'assaut psychique incessant, leur esprit se fracturant sous l'oppression du cœur extraterrestre. Les témoignages recueillis par les bibliothécaires impériaux fournissent des détails qui font froid dans le dos. Sur le monde ruche, Calypsis IV, le cœur des astropathes de la planète, a envoyé un dernier message désespéré, un avertissement terrifié et fragmenté, décrivant une entité psychique monstrueuse, s'abattant sur leurs esprits, submergeant leurs défenses sans effort. Leur dernière transmission était un appel à la pitié, leur voix se mêlant au cœur affamé de l'essaim lui-même, avant que le silence ne tombe à jamais. Les rapports inquisitoriaux provenant d'avant-postes éloignés décrivaient des horreurs similaires. Les astropathes des stations relais isolées, normalement habitués au chuchotement turbulent du Warp, parlaient au contraire d'un mur impénétrable de ténèbres psychiques qui se dirigeait vers eux, une marée psychique inexorable qui effaçait les étoiles et les esprits. Ces témoins terrifiés succombaient souvent à une surcharge psychique avant même que les spores tyrannides ne touchent leur monde, leurs derniers mots étant remplis de visions de ténèbres infinies et de fins sans fin. Même les plus grands psycheurs de l'Imperium, les puissants bibliothécaires des chapitres de Space Marines et les maîtres astropathes vénérés ont vu leur capacité sévèrement diminuée par cette ombre psychique. Les bibliothécaires des ultramarines ont rapporté avoir senti leur pouvoir psychique s'épuiser, remplacé par un vide insupportable et suffocant. Ceux qui ont tenté de mener une guerre psychique directement contre les tyrannides ont été confrontés à des contre-coups psychiques d'une force inimaginable, brisant les esprits et laissant les corps à l'état d'enveloppe brisée. Les psycheurs impériaux ne tardèrent pas à découvrir une autre horrible vérité. Le Warp lui-même reculait devant les tyrannides. Les entités du chaos et les manifestations démoniaques, qui profitaient normalement des perturbations psychiques pour pénétrer dans la réalité, disparurent des régions touchées par l'ombre. Les chuchotements démoniques se transformèrent en un silence effrayant, comme si le Warp lui-même reconnaissait l'arrivée de quelque chose qu'il n'osait pas affronter. Même les puissantes incursions démoniaques furent réduites au silence, les tempêtes de distorsion se dissipant sous l'avancée psychique des tyrannides, remplacées par un vide plus terrifiant que la plus violente des tempêtes de distorsion. Les érudits impériaux échafaudèrent frénétiquement des théories sur la nature de l'ombre dans le Warp. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'immense présence psychique de l'esprit de ruche, qui noyait tous les signaux psychiques concurrents. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'une adaptation évolutive délibérée, d'un bouclier psychique armé conçu spécifiquement pour isoler et affaiblir les mondes avant une invasion physique. Une autre théorie troublante émergea. L'ombre n'était pas seulement une arme, mais un symptôme, l'expression psychique de la fuite désespérée des tyrannides face à une menace encore plus grande dans l'univers. Quelles que soient les théories, la réalité était indéniable. L'ombre dans le Warp représentait une nouvelle dimension horrifiante de la guerre.
En isolant des secteurs entiers de toute communication, les tyrannides forçaient les mondes à faire face à l'anéantissement seuls, incapables d'appeler à l'aide ou de coordonner leur défense. Sans conseil psychique, les commandants impériaux se retrouvaient aveugles, contraints de s'en remettre aux suppositions et à l'espoir, alors que leur monde brûlait. L'ombre dans le warp était plus qu'un obstacle. C'était une menace existentielle qui coupait la ligne de vie de l'humanité et laissait des secteurs entiers abandonnés à l'oubli silencieux. Dans ces ténèbres se cachait une révélation terrifiante. Les tyrannides n'étaient pas de simples prédateurs biologiques. Ils étaient bien pire, une tempête psychique, une conscience extraterrestre dépassant l'entendement, dévorant non seulement les corps et les mondes, mais aussi les esprits, les âmes, et peut-être même l'espoir lui-même. Dans les premiers jours de l'invasion tyrannide, la galaxie tremblait sous le poids de leur faim dévorante. L'Imperium, mal préparé à cette menace sans précédent, n'eut pas le temps de réagir avant que des mondes entiers ne tombent sous les coups de l'essaim implacable. Mais alors que les tyrannides répandaient leur horrible marée à travers la galaxie, des rapports commencèrent à émerger d'avant-postes isolés, laissant entrevoir une possibilité inconfortable. Les tyrannides n'étaient peut-être pas les envahisseurs qu'ils semblaient être. Ils pourraient être en train de fuir. Le premier indice de cette notion troublante est venu d'un appel de détresse astropathique intercepté par une flotte impériale dans le Segmentum Obscurus. La transmission, bien que brève et fortement déformée par des interférences psychiques, était claire dans ses implications. Un gouverneur de planète aux confins de la galaxie décrivait comment une vaste flotte ruche tyrannide avait changé de cap à mi-chemin, semblant abandonner son attaque sur un monde stratégiquement vital pour se déplacer ailleurs, loin de la portée de l'Imperium. Le message était empreint de confusion et de peur, non seulement face à l'avancée continue des tyrannides, mais aussi face à leur changement de direction soudain et inexplicable. Dans un premier temps, ce rapport a été considéré comme un coup de chance, un seul cas de comportement erratique d'un tyrannide qui ne pouvait être attribué à rien d'autre qu'à l'instinct biologique. Mais bientôt, des rapports similaires arrivèrent d'autres coins de la galaxie. Une action défensive menée par les ultramarines sur le monde Diax fut brusquement interrompue lorsque l'essaim tyrannide, qui repoussait régulièrement les Space Marines, changea d'objectif et se dispersa en de multiples petits groupes, contournant entièrement les défenses de l'Imperium. C'était comme si les tyrannides évitaient le combat plutôt que de chercher à l'engager. Ces comportements étranges ne se limitaient pas à la fuite ou à la retraite. Les flottes ruches tyrannides, qui semblaient auparavant si méthodiques dans leur progression, commencèrent à montrer des signes de désarroi. Les vaisseaux impériaux, qui luttaient encore pour s'adapter à leur nouvel ennemi, enregistrèrent des manœuvres tactiques inhabituelles, des masses de tyrannides se séparant et se regroupant soudainement d'une manière qui ne correspondait pas à leur schéma habituel. Il ne s'agissait pas d'une agression visant à dominer, mais d'autre chose, de quelque chose de plus erratique, comme si les tyrannides réagissaient à une force extérieure et pas seulement aux humains qu'ils cherchaient à dévorer. La possibilité que les tyrannides fuient au lieu d'envahir commença à se renforcer. Ce n'était pas une vérité facile à affronter, surtout pour un impérium qui avait construit son empire en partant du principe que ses ennemis avaient toujours un motif clair, la rancune, la vengeance ou le désir de contrôle. L'idée que les tyrannides n'étaient pas des agresseurs, mais des survivants désespérés, provoqua un malaise dans les plus hautes sphères du commandement impérial. Dans les profondeurs de l'Inquisition, des murmures ont commencé à circuler sur un scénario plus inquiétant. Les tyrannides, ces créatures prédatrices capables de dévorer des écosystèmes entiers,
fuyaient peut-être une menace si catastrophique que même leur faim insatiable faisait pâle figure en comparaison. Cette invasion n'était-elle pas une conquête, mais un acte de désespoir, une fuite devant une force plus terrible que tout ce que la galaxie avait connu? La première véritable percée a eu lieu lorsqu'un petit groupe d'agents de l'Inquisiteur a intercepté une série de transmissions hautement confidentielles de l'Adeptus Mechanicus. Les données n'étaient pas concluantes, mais les fragments qu'elles contenaient dressaient un tableau inquiétant. Des biologistes de l'Adeptus Mechanicus travaillant en secret avaient découvert un phénomène étrange dans la structure génétique des tyrannides. Les créatures semblaient être programmées pour plus que la simple reproduction et la consommation. Les schémas de leur biologie, en particulier la façon dont leurs essaims s'adaptaient et se réorganisaient en temps réel, suggéraient une intelligence dont le but dépassait la simple alimentation. L'élément le plus effrayant de ces rapports était la mention d'une force extérieure, quelque chose que les tyrannides n'avaient pas directement rencontré, mais qu'ils fuyaient peut-être. La nature exacte de cette menace restait obscure, mais les mentions récurrentes de peur cosmique et de force inimaginable faisaient frissonner les plus grands esprits de l'Imperium. Les tyrannides, semblait-il, n'agissaient pas seulement par instinct, ils répondaient à quelque chose qui les avait déjà désignés comme sa proie. Les implications étaient désormais claires. La fin des tyrannides n'était pas seulement la cause de leur mouvement, mais une réponse à quelque chose de bien plus ancien et de plus sombre. L'hypothèse selon laquelle les tyrannides n'étaient pas des envahisseurs mais des réfugiés, poussés par quelque chose d'encore plus terrifiant qu'eux-mêmes, commença à prendre de l'ampleur. Les théories allaient d'une ancienne entité pré-galactique à une force malveillante de pur chaos, mais toutes les conjectures pointaient vers la même crainte fondamentale. Ce qui avait chassé les tyrannides des confins de la galaxie venait pour l'Imperium, et les tyrannides eux-mêmes en étaient le premier avertissement. Au fur et à mesure que ces rumeurs se répandaient dans les rangs, un sentiment d'effroi grandissant s'empara de l'Imperium. La question de savoir ce que les tyrannides fuyaient est devenue aussi importante que ce qu'ils faisaient à la galaxie. Et tandis que cette sombre possibilité s'installait, l'Imperium se retrouva au bord d'un avenir inimaginable. Affronter non seulement les tyrannides, mais aussi l'ombre qui se cachait derrière eux. L'ère des certitudes, des ennemis aux motivations compréhensibles, était en train de s'achever. Pour la première fois depuis des siècles, l'Imperium a été forcé de faire face à la vérité troublante qu'il n'était peut-être pas la véritable cible de la menace tyrannide. Dans le silence glacial de l'espace, une force encore plus sombre, qui ne s'est pas encore révélée, attendait. Et les tyrannides, la plus grande menace que l'humanité ait jamais connue, n'en étaient que les héros. Le mystère entourant les tyrannides s'est épaissi lorsque d'anciens enregistrements Xénos, longtemps considérés comme perdus ou détruits, ont commencé à faire surface dans les endroits les plus inattendus. Récupérés dans des ruines, des voûtes anciennes et des collections secrètes de l'Adeptus Mechanicus, ces textes cryptiques semblaient faire écho aux avertissements de civilisations plus anciennes que même l'Imperium ne pouvait l'imaginer. Les races Xénos, qui avaient occupé la galaxie bien avant l'avènement de l'humanité, connaissaient les tyrannides. Si ce n'est pas par leur nom, c'est certainement par la trace indéniable de destruction qu'ils laissaient derrière eux. L'un des premiers fragments, le plus troublant, a été découvert dans une station de recherche abandonnée sur le monde de Tiberium 6, une planète abandonnée du Segmentum Obscurus. Cachée sous des couches de poussière et des histoires oubliées, les textes anciens décrivent les rencontres avec une espèce prédatrice invincible qui a dévasté leur monde, leur territoire dévoré par un essaim de créatures sans fin. Les similitudes avec les tyrannides étaient si frappantes que les xénologues impériaux ne pouvaient ignorer le lien. Cette espèce
telles que décrites par les auteurs Xénos, avaient dévoré des planètes exactement de la même manière, en dévorant non seulement les ressources, mais la vie elle-même. Des écosystèmes entiers ont été laissés stériles, sans aucune trace des civilisations qui les avaient jadis habités. Le manuscrit, rédigé dans une langue morte depuis longtemps, a été soigneusement décodé par l'Adeptus Mechanicus, qui en a tiré une conclusion troublante. Ces Xénos avaient rencontré les Tyrannides dans leur lointain passé, une ancienne race poussée au bord de l'extinction par une entité qu'ils décrivaient comme la Grande Faim, qui dévorait non seulement le monde matériel, mais aussi l'essence même de la vie. Les parallèles avec l'essaim des Tyrannides étaient indéniables. Tous deux décrivaient un cycle de consommation sans fin et vorace qui transcendait toute notion d'expansion territoriale ou de conquête militaire. Des recherches plus approfondies dans les archives fragmentées ont révélé que ce cycle de consommation et d'extinction s'était répété à travers les âges. Les Tyrannides, semble-t-il, n'étaient pas une nouvelle menace. Ils s'inscrivaient dans un schéma bien plus ancien qui hantait la galaxie depuis des millénaires. Tous les 2 ou 3 ans, ils apparaissaient, puis se retiraient après avoir dévasté des secteurs entiers. Leur apparition et leur disparition soudaine suggéraient qu'ils n'étaient pas des créatures de prédation constante, mais qu'ils faisaient partie d'un cycle cosmique plus large, un cycle de prédation, ou peut-être de fuite. Mais de quoi? La découverte d'un artefact survivant de la dynastie Nécron, disparu depuis longtemps, sur le monde d'Alcyon II, dans les profondeurs des tombes, a fait froid dans le dos. Inscrit dans les murs métalliques de la cité Nécron, d'anciens textes, plus anciens que les Nécrons eux-mêmes, mentionnaient le même cycle de prédation. Ils évoquaient un grand dévoreur, une force dépassant l'entendement des êtres inférieurs, qui pourchassait sans relâche ceux qui osaient défier sa suprématie. Bien que les Tyrannides ne soient pas nommés directement, les descriptions du processus de dévoration reflètent exactement les activités des Tyrannides. Des mondes consommés, des populations effacées et une fin de vie irrépressible. Les textes énigmatiques suggèrent que ce cycle est plus qu'une simple consommation. C'est une fuite désespérée. Les anciens Xénos parlaient d'une ombre, une force si terrible qu'elle poussait les créatures de type tyrannide à se retirer dans les vastes fossés qui séparent les étoiles. Cette ombre n'a jamais été décrite en détail, mais il était clair que les dévoreurs fuyaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas éviter. Le concept de fuite est devenu un thème central dans les documents retrouvés. Il parle d'une chasse sans fin, d'un cycle prédateur qui pourrait avoir été déclenché non pas par l'instinct, mais par le besoin d'échapper à une force ancienne et incompréhensible. Les données récupérées furent compilées dans des rapports par des xénologues impériaux et envoyées aux plus hautes sphères de l'impérium, bien que leurs véritables implications soient restées enfouies sous des couches de bureaucratie et de scepticisme. Certains membres de l'Inquisition n'hésitèrent pas à qualifier cette théorie de fantaisiste. Après tout, les Tyrannides n'avaient aucun lien évident avec la compréhension de l'histoire de l'Impérium. Mais les données continuaient de s'accumuler. Ce que les Tyrannides faisaient et ce qu'ils avaient fait auparavant s'inscrivaient dans un schéma terrifiant qui, s'il n'était pas contrôlé, pourrait un jour engloutir l'Impérium lui-même. Un dernier document, trouvé dans d'anciennes archives scellées sur la lune de Castrona, fait état d'une rencontre entre une race anonyme et une force incompréhensible qui a bouleversé des réalités entières. Le récit était vague, fragmenté par le temps, mais il suggérait que les Tyrannides n'avaient pas seulement émergé dans les temps anciens, mais qu'ils l'avaient fait à plusieurs reprises, laissant la dévastation dans leur sillage à chaque fois qu'ils refaisaient surface. Les races qui avaient survécu à ces affrontements
n'étaient souvent réduites qu'à des légendes, des avertissements chuchotés et des connaissances fragmentaires transmises de génération en génération. En reconstituant ces fragments anciens, les chercheurs impériaux ont commencé à mesurer l'ampleur de la menace tyrannide. Il ne s'agissait pas d'une prédation aléatoire, mais d'un cycle cosmique, d'une force de la nature qui dépassait leur entendement. Les tyrannides n'étaient pas à l'origine de cette horreur, ils en étaient simplement les héros. Et s'ils fuyaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien attendre dans l'ombre? Alors que l'infestation des tyrannides se répandait dans la galaxie, le voile de mystère entourant leurs véritables intentions commença à se lever. Ils n'étaient plus considérés comme des prédateurs sans cervelle, un essaim inarrêtable déterminé à consommer toute vie sur son passage. Une théorie terrifiante commença à faire surface dans les rangs supérieurs de l'Imperium. Les tyrannides n'étaient peut-être pas des envahisseurs après tout. Ils étaient peut-être plutôt des proies en fuite que des prédateurs, poursuivis par une force si terrible que même les essaims de l'esprit de ruche ne pouvaient lui échapper. Au début, l'idée fut rejetée par beaucoup, considérée comme une tentative désespérée d'expliquer l'avancée des tyrannides en des termes compréhensibles par l'Imperium. Après tout, les tyrannides avaient dévasté des systèmes entiers avec la précision d'une armée bien organisée, leur comportement suggérant une intelligence capable de tactiques complexes. Ils semblaient animés par un besoin insatiable de consommer et de conquérir. Mais au fur et à mesure que les mondes tombaient et que des schémas étranges et erratiques commençaient à émerger dans leur progression, la théorie des tyrannides en tant que proie gagnait du terrain. Les réunions tactiques qui se tiennent dans les salles de guerre impériales sont de plus en plus tendues. Les stratèges et les généraux, confrontés à des pertes croissantes et à un ennemi dont chaque mouvement semblait être une réponse au leur, commençaient à tout remettre en question. Pourquoi les tyrannides se dispersaient-ils? Pourquoi évitaient-ils certains systèmes, changeant de cap sans raison apparente? Se pourrait-il qu'ils ne cherchent pas à conquérir, mais à fuir, à échapper à quelque chose de bien plus puissant que tout ce que l'Imperium avait jamais rencontré? Les chuchotements se firent de plus en plus insistants. Lors de réunions secrètes tenues dans les plus hautes sphères de l'Inquisition et de l'Adeptus Astartes, les spéculations se transformèrent en débats sérieux. Que fuyaient exactement les tyrannides? S'ils fuyaient, il ne s'agissait pas d'une simple prédation. Ils avaient peur. La peur de quelque chose qui rendait leur propre fin insurmontable en comparaison. Les théories abondaient, mais aucune ne parvenait à expliquer avec certitude ce que pouvait être cette force poursuivante. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'une nouvelle race Xénos inconnue, un vaste prédateur intergalactique qui avait déjà poussé les tyrannides au bord de l'extinction et qui les poursuivait à présent à travers les étoiles. D'autres, plus radicaux, suggéraient qu'il pouvait s'agir d'une force ancienne, primordiale, qui existait bien avant l'apparition des tyrannides dans la galaxie. Les textes anciens, retrouvés dans les civilisations Xénos disparues, évoquaient quelque chose de plus grand, une entité cosmique si vaste et si terrible que la fin des tyrannides pâlissait en comparaison. Mais quelle que soit la théorie, les faits étaient clairs. Les tyrannides se comportaient comme s'ils fuyaient pour sauver leur vie. S'ils étaient si adaptables, si terriblement efficaces, pourquoi fuyaient-ils devant quoi que ce soit? Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une créature conçue pour la destruction et la consommation à craindre pour son existence même? Une question taraudait les stratèges impériaux comme une ombre. Si les tyrannides fuyaient effectivement, quelle force inimaginable les suivait dans leur sillage? Y avait-il quelque chose là-bas, au-delà des limites de la galaxie, que même l'esprit de ruche craignait? Les chercheurs désespérés de l'Adeptus Mechanicus examinèrent chaque parcelle de données, chaque transmission interceptée,
à la recherche d'un indice, d'une allusion à ce mystérieux poursuivant. Leurs conclusions étaient fragmentaires et peu concluantes, mais un fait est devenu évident. Le comportement erratique des tyrannides ne pouvait s'expliquer par la seule fin. C'était comme s'ils étaient attirés vers certains systèmes, poussés dans certains secteurs de l'espace par une force écrasante. Leur trajectoire à travers la galaxie était devenue de plus en plus erratique, comme s'ils fuyaient une tempête à laquelle aucun d'entre eux ne pouvait échapper. La théorie la plus troublante, murmurée à voix basse parmi l'élite impériale, était que les tyrannides n'étaient pas les seuls à fuir. Quelque chose se préparait, quelque chose de si vaste et de si ancien qu'on ne pouvait l'ignorer. Les tyrannides, dans leurs vastes et terrifiants essaims, étaient peut-être un avertissement, une première vague, annonçant une force qui dépassait de loin l'entendement des habitants de la galaxie. Alors que les débats se poursuivent, l'Imperium se prépare à l'inimaginable. Était-il possible que les tyrannides ne soient qu'un prélude à quelque chose de bien pire? Que pouvait faire la galaxie pour se défendre si la vérité était qu'ils avaient tous vécu dans l'ombre d'une menace bien plus grande? Dans le silence froid entre les étoiles, les tyrannides n'étaient pas de simples envahisseurs. Ils fuyaient quelque chose. La question était maintenant de savoir ce qui pouvait être plus terrifiant qu'eux. Alors que les essaims de tyrannides poursuivaient leur marche à travers la galaxie, les stratèges et les commandants impériaux étaient de plus en plus convaincus que quelque chose de bien plus inquiétant était en train de se produire. La galaxie, qui présentait déjà d'immenses dangers, avait toujours eu sa part d'horreurs inconnues tapies dans ses marges, mais la montée en puissance des tyrannides annonçait quelque chose de bien plus catastrophique. Au début, il était facile d'ignorer les avertissements, les anomalies occasionnelles, les faibles murmures provenant des mondes périphériques. Mais alors que les flottes tyrannides se déchaînaient secteur après secteur, même les officiers les plus cyniques ne pouvaient ignorer la sensation rampante qu'ils se trouvaient au bord d'un précipice bien plus sombre. Tout a commencé par des signes subtils, des missions de reconnaissance, envoyés pour scruter les limites de l'espace impérial, revenaient avec des rapports troublants. Ces missions ont toujours été dangereuses, envoyées pour cartographier les régions inconnues au-delà de la carte, où des phénomènes inexplorés et des empires morts depuis longtemps subsistent dans l'obscurité. Cependant, ce que les éclaireurs rencontraient dans ces coins reculés de la galaxie était différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Dans le Segmentum Pacificus, une flotte de reconnaissance à long rayon d'action envoyée sur la bordure extérieure a rencontré une série d'étranges anomalies gravitationnelles, de vastes tourbillons d'énergie cosmique qui ne pouvaient être expliqués par aucune loi physique connue. Les anomalies elles-mêmes n'étaient pas stationnaires, mais semblaient se déplacer, comme si elles étaient attirées vers le cœur de la galaxie. Les chercheurs impériaux ont émis l'hypothèse que ces perturbations étaient liées à l'avancée des tyrannides, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été apportée. S'agissait-il d'un signal ou d'un phénomène naturel, ou s'agit-il d'une preuve de quelque chose de bien plus grave? Puis vinrent les observations, des aperçus étranges et fugaces de choses qui n'auraient pas dû exister. Les avant-postes situés près de la frontière galactique signalèrent des transmissions inhabituelles, des signaux étranges qui ne ressemblaient à rien de ce que la technologie impériale avait déjà rencontré. Ces signaux n'étaient pas simplement des parasites aléatoires ou des radiations lointaines. Ils étaient structurés, presque comme un langage, mais sous une forme si étrangère que les meilleurs esprits de l'Adeptus Mechanicus ne pouvaient pas commencer à les décoder. Ceux qui transmettaient ces signaux étaient clairement conscients de la présence impériale et, dans certains cas, semblaient réagir au mouvement de la flotte, presque comme une force sensible qui les traquait depuis les confins de l'univers. Les missions de reconnaissance dans ces zones
était toujours pleine de dangers et, le plus souvent, elle disparaissait purement et simplement. L'une de ses missions, envoyée pour enquêter sur une série de perturbations électromagnétiques près du noyau galactique, n'a pas donné de nouvelles. La dernière communication, interceptée par un lointain poste d'écoute impérial, parlait seulement d'une ombre inconnue. Il n'y a pas eu d'autre transmission, et la flotte a disparu sans laisser de traces. Ces disparitions inexplicables ne firent qu'accentuer la crainte que quelque chose de bien pire que les tyrannides ne soit à l'œuvre, quelque chose qui dépassait l'entendement des éclaireurs les plus expérimentés. Les efforts de la marine impériale pour traquer ces anomalies, combinés au comportement de plus en plus erratique de l'essaim tyrannide, ont conduit de nombreux stratèges à reconsidérer leurs théories antérieures. Le comportement des tyrannides pouvait-il être le signe d'une catastrophe galactique imminente, quelque chose qu'ils fuyaient au lieu de se contenter de combattre? Le fait que la flotte tyrannide ait semblé changer de cap, s'éloignant des perturbations inconnues et se dirigeant vers le cœur de la galaxie, a soulevé des questions troublantes. S'il fuyait, que fuyait-il? Les rapports inquisitoriaux provenant des profondeurs du secteur Calixis ont révélé un autre indice inquiétant. Un inquisiteur de haut rang, posté dans une station orbitale éloignée, a intercepté des fragments d'une transmission perdue, un appel à l'aide d'une source anonyme, parlant d'une obscurité qui consumait tout sur son passage. La voix, déformée et fragmentée, s'exprimait dans une langue qu'aucun humain n'avait jamais rencontrée auparavant. Mais le message, délivré sur un ton glacial, était sans équivoque. Il est là. Il nous suit. Il s'ensuivit une terrifiante série de disparitions et d'échecs de contact avec les patrouilles de l'espace lointain. De vastes étendues de l'espace, autrefois sous contrôle impérial, devinrent silencieuses, complètement coupées de toute communication. Les drones de reconnaissance envoyés pour enquêter revenaient corrompus, leurs données altérées par une force inconnue, leurs signaux de transmission bloqués par un silence impénétrable. Rien dans les vastes archives de l'Imperium ne pouvait expliquer ce qui se passait dans ces zones sombres de la galaxie. Pour la première fois depuis des siècles, la peur commença à s'installer dans le cœur des commandants impériaux. Les rapports d'anomalies cosmiques, associés à la disparition de patrouilles entières, les amenèrent à une conclusion indéniable. Les tyrannides n'étaient pas la fin de l'histoire. Ils étaient le début de quelque chose de bien plus terrifiant. Une force, une entité, qui balayait la galaxie avec un but bien à elle. Le véritable ennemi ne s'était pas encore révélé, mais ses signes étaient partout. Les tyrannides n'en étaient que les héros, fuyant devant quelque chose de plus ancien, de plus terrifiant que même les chefs de guerre les mieux préparés de l'Imperium ne pouvaient imaginer. Et dans le silence des confins de la galaxie, les échos de ces ténèbres s'amplifiaient. Alors que la menace tyrannide continuait de se répandre dans la galaxie, les archéologues et inquisiteurs impériaux fouillaient les ruines longtemps oubliées des anciennes civilisations à la recherche de réponses. Ces expéditions s'aventuraient souvent dans les coins les plus périlleux et les plus isolés de l'espace, là où les vestiges de races plus anciennes que l'humanité gisaient sous des millénaires de poussière. C'est au cours de ces recherches que les premiers indices ont commencé à faire surface, laissant entrevoir une possibilité inquiétante. Les tyrannides pourraient être bien plus anciens que l'Imperium ne l'avait jamais soupçonné, et leurs origines pourraient être liées à une guerre oubliée qui a façonné la galaxie elle-même. La première percée a eu lieu lorsqu'une équipe inquisitoriale, dirigée par le célèbre inquisiteur Kesslar, a découvert une série d'anciennes tablettes dans les ruines d'un monde appelé Jaltan IV, dans le segmentum solar. Ces tablettes, longtemps enfouies sous des couches de sédiments,
décrivent l'ascension et la chute d'une civilisation qui était au sommet de sa puissance, des millénaires avant la naissance de l'humanité. Les inscriptions et les symboles figurant sur les tablettes ressemblaient étrangement à ceux utilisés par les anciens, l'espèce ancienne et énigmatique qui avait façonné une grande partie de l'histoire de la galaxie au début de son histoire. Les inquisiteurs et les spécialistes de l'Adeptus Mechanicus ont immédiatement compris l'importance de cette découverte. Les anciens étaient considérés comme l'une des premières races de la galaxie, et leur influence persistait encore dans la structure génétique de nombreuses espèces Xenos. Pourtant, leur disparition reste un mystère. Certains disent qu'ils ont été éradiqués par les Nécrons lors d'une guerre cataclysmique, d'autres qu'ils se sont simplement évanouis dans le vide, ne laissant aucune trace de leur grand empire d'antan. Ces tablettes, cependant, laissaient entrevoir une autre histoire. Elles parlaient d'une guerre menée non pas pour la conquête ou la gloire, mais pour la survie. Les tablettes suggéraient que les anciens avaient mené une bataille désespérée contre une espèce monstrueuse et prédatrice qui menaçait de tout dévorer sur son passage. Les descriptions étaient vagues, fragmentées par le temps, mais un mot ressortait, le dévoreur. Bien qu'il n'ait jamais été explicitement mentionné, ce nom rappelait étrangement celui des tyrannides. Ces documents anciens semblaient indiquer que les tyrannides n'avaient pas toujours été la horde vorace et sans cervelle que l'on connaissait, mais qu'ils étaient peut-être le produit d'un conflit disparu depuis longtemps, une espèce élevée pour détruire. Au fur et à mesure que les découvertes de l'inquisiteur étaient analysées avec soin, la théorie a commencé à prendre forme. Les tyrannides pourraient avoir été créés par les anciens, ou du moins façonnés par leurs mains, dans le cadre d'une guerre terrible et oubliée. Cette guerre, menée dans l'ombre de l'histoire galactique, aurait conduit les anciens à l'extinction, leur dernier grand effort pour contrer la menace grandissante des créatures de type tyrannide, ayant finalement abouti à leur chute. D'autres preuves de cette théorie ont été découvertes sous la forme d'un artefact Xenos endommagé, récupéré sur un monde Nécron mort dans l'étendue de l'Obscurus. L'artefact, un tesson cristallin, inscrit avec des motifs similaires à ceux des anciens, semblait décrire la création d'une arme des étoiles, une espèce capable de consommer des systèmes entiers. Le texte ancien suggérait que les tyrannides n'étaient pas le fruit d'une évolution naturelle, mais plutôt une construction, une race façonnée dans un but unique et terrifiant, détruire. Plus l'Inquisition et l'Adeptus Mechanicus reconstituaient ces fragments, plus il devenait clair que les tyrannides n'étaient peut-être pas une anomalie dans l'histoire de la galaxie. Ils pourraient faire partie d'un projet bien plus ancien et plus insidieux, une arme déclenchée il y a longtemps par les anciens pour mener une guerre qui n'a pas eu de vainqueur. Si les tyrannides étaient effectivement une création des anciens, ou s'ils avaient simplement été façonnés par leur guerre contre un ennemi plus grand, alors leur fin implacable n'était pas un simple instinct. C'était le point culminant d'une guerre ancienne, un besoin primitif de consommer, qui avait été conçu dans un but qui dépassait l'entendement. Dans les voûtes les plus profondes de l'Adeptus Mechanicus, ces découvertes étouffées étaient considérées comme trop dangereuses pour être diffusées à grande échelle. L'idée que les tyrannides étaient d'une manière ou d'une autre liés aux anciens posait des questions auxquelles l'Imperium n'était pas prêt à répondre. Les tyrannides étaient-ils un vestige du désespoir des anciens, un écho de la dernière tentative d'une civilisation perdue pour protéger la galaxie? Ou s'agissait-il de quelque chose de bien plus sombre, la conséquence d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu? Plus l'Imperium approfondissait ses mystères, plus la terreur grandissait. Les tyrannides, autrefois considérés comme une menace extérieure pour l'Imperium,
semblait désormais lié au tissu même de l'histoire de la galaxie. S'agissait-il vraiment d'une race d'envahisseurs ou d'une toute autre chose, d'une force ancienne qui se déchaînait à nouveau, déclenchée par les vestiges d'une guerre qui n'avait jamais vraiment pris fin? Les preuves de plus en plus nombreuses conduisirent les érudits et les stratèges impériaux à une conclusion horrible et inévitable. Les tyrannides n'étaient pas des envahisseurs, mais des fuyards. La possibilité qu'ils fuient quelque chose d'encore plus terrifiant qu'eux n'était plus une simple théorie, c'était devenu la plus effrayante des certitudes. Lors de réunions secrètes tenues dans les plus hautes sphères de l'Imperium, la théorie finale fut présentée aux commandants, inquisiteurs et responsables de l'Adeptus Mechanicus, les plus haut placés. Les tyrannides, semblait-il, n'étaient pas simplement un essaim de créatures voraces déterminées à dévorer la galaxie pour se nourrir. Ils s'inscrivaient dans un schéma bien plus complexe et terrifiant. La consommation incessante, les tactiques changeantes, le cours apparemment erratique de leur avancée, tout cela indiquait un fait indéniable. Les tyrannides fuyaient une force cosmique, une entité capable d'anéantir des galaxies entières. Les détails de cette force, de ce prédateur inconnu, restaient enveloppés de mystère. Tout ce que l'on savait, c'était sa présence, un vide qui semblait se nourrir de tout ce qu'il rencontrait. Ce qui rendait cette révélation encore plus terrifiante, c'était l'idée que les tyrannides ne menaient pas une guerre de survie ou de conquête. Ils tentaient de s'échapper et ils avaient échoué. Leur fuite les avait menés directement sur le chemin de l'Imperium. Des murmures commencèrent à se répandre dans les rangs de l'Inquisition, mais personne n'avait de réponse. Tout ce qui restait, c'étaient des fragments de connaissances et des avertissements cryptiques provenant de races Xénos, depuis longtemps rayées de la galaxie. D'après ces documents anciens et oubliés depuis longtemps, les tyrannides étaient apparus au moins une fois dans un passé lointain, mais à chaque fois, ils s'étaient évanouis dans le noir du vide, ne laissant que la destruction dans leur sillage. Ce n'est que maintenant, à l'époque actuelle, qu'ils sont revenus en force. Mais dans quel but? La véritable nature de cette force cosmique restait insaisissable, mais certains inquisiteurs supposaient qu'il pouvait s'agir d'une entité prédatrice plus ancienne que le temps lui-même. Peut-être un être de pure destruction, une force qui consumait tout sur son passage, la matière, l'énergie et même le tissu même de la réalité. Et si les tyrannides avaient été créés pour combattre cette force, ou peut-être pour lui échapper? Des théories circulaient à voix basse au sein des plus hauts conseils, mais personne n'avait de preuves concrètes. Seule la certitude que quelque chose de bien pire que les tyrannides était là, à observer, à attendre, les rongeait. Alors que cette vérité commençait à s'ancrer dans l'esprit des dirigeants de l'Imperium, une sombre prise de conscience se fit jour. Si les tyrannides fuyaient quelque chose d'aussi puissant, alors l'Imperium se trouvait directement sur leur chemin. La galaxie, déjà au bord du chaos, était désormais confrontée à la perspective d'une force encore plus grande et indescriptible, une force capable d'entraîner l'extinction totale de toute forme de vie. Dans les salles de guerre de Terra, des plans stratégiques ont été élaborés dans une hâte désespérée. Une nouvelle coalition de forces impériales fut formée, sa mission étant simple, se préparer à la tempête à venir. Les tyrannides, malgré leur faim dévorante, n'étaient que les signes avant-coureurs d'une force qui dépassait de loin la capacité de l'Imperium à la comprendre. S'ils ne parvenaient pas à arrêter les tyrannides, rien ne laissait présager ce qui se passerait lorsque la véritable menace arriverait. Les dirigeants de l'Imperium, des hauts seigneurs de Terra aux commandants aguerris des Space Marines, se rendaient compte que leur existence ne tenait plus qu'à un fil. Tous les plans sur lesquels ils s'appuyaient depuis des siècles étaient soudain obsolètes. Les vastes machines de guerre de l'Imperium ne faisaient pas le poids
face à une entité cosmique dont l'existence même bouleversait les lois de la réalité. Pire encore, les tyrannides, malgré leur peur, pourraient bien être la seule défense de la galaxie contre le cauchemar qui s'approchait. L'atmosphère qui régnait parmi les stratèges et les inquisiteurs était imprégnée d'une profonde crainte. Ils avaient longtemps cru que la force de l'Imperium résidait dans sa capacité à affronter et à vaincre n'importe quel ennemi. Mais à présent, ils étaient confrontés à l'horrible possibilité que même la puissance des meilleurs guerriers de l'Empereur ne suffirait pas. Les défenses de la galaxie, que l'on croyait impénétrables, étaient totalement vulnérables. Des plans ont été élaborés pour les pires scénarios. Des navires furent équipés pour les évacuations à longue distance, tandis que les fortifications les plus solides furent renforcées afin de permettre à l'Imperium de gagner du temps pour mettre en place une défense. Mais ces mesures, bien que nécessaires, n'étaient guère plus qu'une tentative futile d'endiguer le flot d'une force écrasante et inimaginable. Alors que les conseils de guerre impériaux touchaient à leur fin, un silence pesant planait dans l'air. Pour la première fois depuis des siècles, l'Imperium of Man était confronté à une menace qu'il ne pouvait espérer surmonter. Les tyrannides, autrefois considérés comme le plus grand danger pour la galaxie, n'étaient plus que des précurseurs, des signes avant-coureurs de quelque chose de bien plus destructeur. Ce qui nous attendait n'était pas seulement la guerre, mais l'extinction. Les tyrannides n'avaient été que la première vague. Ce qui les chassait, ce qui les avait poussés à fuir, se rapprochait maintenant de l'Imperium. Dans le silence glacial de l'espace, la galaxie retenait son souffle, attendant la tempête à venir. Avant l'avènement de l'Imperium, avant que les Eldar ne taillent leur empire dans la lumière des étoiles, et avant que les Nécrontyres ne mènent leur longue guerre de vengeance, il y avait les anciens. On ne se souvient pas d'eux comme de conquérants ou de tyrans, mais comme de créateurs, d'architectes de la vie et de bergers de la distorsion. Dans les documents les plus anciens, on parle d'eux avec respect, comme d'êtres qui ne se sont pas contentés de maîtriser la galaxie, mais qui l'ont conçue. Ils n'étaient pas simplement anciens, ils étaient fondamentaux. Les anciens ne se déplaçaient pas à bord de vaisseaux, mais par des portails et des plis de distorsion. Leur compréhension de l'immatérium était complète. Ils façonnaient les mondes comme de l'argile, élevaient les espèces avec une intention délibérée et géraient les écosystèmes avec la patience de gardiens intemporels. Mais aujourd'hui, leur âge est révolu. Leurs œuvres se sont éteintes. Il ne reste que des ruines, éparpillées, à moitié enterrées et incomprises. Dans des systèmes lointains et des étoiles inexplorées, d'étranges monolithes surgissent du sol de mondes morts. Des structures cyclopéennes, fabriquées à partir de matériaux non identifiables par les augures de l'Adeptus Mechanicus. Certains bourdonnent faiblement en présence de psycheurs. D'autres résistent à toutes les tentatives d'analyse, refusant même de s'enregistrer dans les scanners spectraux. Les rares qui restent intacts sont étudiés en secret, cachés sous des archives expurgées et mis en quarantaine par des rituels de prêtres-machines. Ce sont les ossements de dieux morts depuis longtemps. Le Mechanicus, malgré tous ses dogmes, reconnaît l'ampleur de ces ruines. Dans les forges de données de Mars, une secte isolée murmure l'existence du modèle premier, selon lequel toutes les formes de vie intelligente ont une origine commune. Non pas évolutionnaire, mais intentionnelle. Pour eux, les anciens étaient les grands ingénieurs à l'origine d'un projet s'étendant sur des éons. On ne sait pas s'ils ont réussi ou s'ils ont simplement commencé quelque chose qu'ils n'ont pas pu terminer. Les fragments retrouvés dans les flottes expéditionnaires perdues parlent d'impulsions psychiques récurrentes émanant de ces sites. Ces impulsions ne s'estompent pas avec le temps.
elles ne sont pas aléatoires. Elles se répètent, comme si elles transmettaient des souvenirs ou des avertissements, dans des cycles sans fin. Peut-être étaient-elles destinées à enseigner, peut-être pour contenir. Chez les Eldars, les échos des anciens se perpétuent dans les mythes. Certains les associent à Isha, la déesse de la vie. D'autres murmurent que les anciens n'étaient pas des dieux, mais leurs créateurs, des créatures qui ont engendré la divinité par nécessité. Qu'ils soient vénérés ou craints, les Eldars se souviennent d'eux comme des figures d'un pouvoir immense et d'un échec final. Les orques s'en souviennent différemment. Dans leur mémoire raciale, on trouve des récits sur les Brain Boys, des figures mystérieuses de contrôle et d'intelligence. Même les connaissances instinctives des orques en matière de guerre, de tactique et de survie pourraient être des reliques d'une conception ancienne et non de l'évolution. Des outils construits pour une guerre passée depuis longtemps. L'humanité, protégée par la censure impériale, ne sait presque rien. Pour la plupart des gens, les anciens sont un mythe ou une hérésie. L'Inquisition interdit l'étude ouverte de leurs œuvres, et seuls les membres les plus haut placés de l'Ordo Xénos ont accès aux dossiers scellés. Et pourtant, les découvertes se poursuivent. Des ruines qui défient le temps. Des artefacts qui résistent à la décomposition. Des échos qui répondent à la seule pensée. Une récente découverte aux abords des Ghoul Stars a ravivé d'anciennes craintes. À l'intérieur d'une structure parfaitement conservée, épargnée par l'entropie, trônait une seule figure d'obsidienne. Ni un roi, ni un guerrier, quelque chose de méditatif, les yeux tournés vers l'intérieur et les mains ouvertes, comme pour offrir quelque chose de perdu. Les prêtres techniciens qui l'ont examiné ont fait état d'une sensation irrésistible. Un avertissement, pas une invitation. Certains suggèrent que les anciens n'ont pas entièrement disparu. Des fragments d'eux subsistent dans la distorsion, au plus profond de la voie du web, ou cachés sous la croûte de monde restée intacte depuis des temps immémoriaux. D'autres pensent que leur héritage vit à travers les structures qu'ils ont laissées ou les espèces qu'ils ont façonnées. Mais peut-être sont-ils vraiment morts, et ce qui survit n'est qu'un écho. Si c'est le cas, la galaxie qu'ils ont construite est leur tombeau, un lieu de merveille oublié et d'horreur réveillée. Les dieux qui marchent aujourd'hui, Chaos, l'esprit ruche, même le roi silencieux, sont peut-être tous les enfants de ce premier et grand échec. Les anciens régnaient autrefois sur les étoiles. Ils ont façonné la vie. Ils parlaient avec la distorsion. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines éparses. Mais parfois, même les ruines se souviennent. Les anciens n'étaient pas seulement les seigneurs des étoiles. Ils étaient des tisseurs de vie. Là où d'autres civilisations pouvaient terraformer un monde ou concevoir des formes de vie rudimentaires pour le travail, les anciens pratiquaient un art qui dépassait l'entendement. Ils n'ont pas seulement façonné la biologie, mais aussi la raison d'être. Ils ont créé des espèces non pas pour servir, mais pour agir, pour jouer un rôle dans un dessin si vaste qu'on ne peut en connaître le schéma complet. Parmi les héritages les plus durables des anciens, on trouve les espèces sensibles qui parcourent encore la galaxie. Les Eldars, les orques, peut-être même l'humanité. Chacune porte des marques biologiques, un potentiel psychique ou des comportements instinctifs qui suggèrent qu'elles n'ont pas simplement évolué. Elles ont été placées. Les Eldars sont la création la plus souvent citée. Longévité, puissance psychique et lien avec le warp inégalé par les autres races. Ils n'ont pas été créés pour la conquête ou la survie, mais pour l'équilibre. Certains anciens mythes Eldars font référence à une époque où leur dieu marchait parmi eux,
non pas en tant que divinité, mais en tant qu'enseignant. Le dieu rieur, Isha, Kurnus. L'interprétation moderne suggère qu'il ne s'agissait pas du tout de figures divines, mais d'anciens prenant des formes que les Eldars pouvaient comprendre. Pour les Eldars, les anciens étaient des gardiens et non des maîtres. Ils façonnaient la forme et l'esprit, guidant leur création vers des rôles d'harmonie au sein d'un écosystème galactique. Pourtant, cette harmonie a volé en éclats avec la montée en puissance des Nécrontyres et l'avènement de la guerre des cieux. Les Eldar n'étaient pas prêts. Peut-être n'étaient-ils pas censés l'être. Les orques, en revanche, ont été élevés pour la guerre. Leur biologie fongique et leur instinct technologique intrinsèque sont inégalés. La société orque n'enregistre pas l'histoire par des mots ou des glyphes, mais par la mémoire transmise par l'instinct de combat. C'est dans cette mémoire que réside la légende des Brain Boys, des personnages mystérieux qui ont guidé les orques, leur ont appris à construire et à se battre, puis ont disparu. Les xénogénéalogistes du Mechanicus ont longtemps étudié le génome orque en secret. Au plus profond de son code se trouvent des fils dormants, des instructions complexes et cryptées qui ne semblent pas avoir de fonction biologique active, mais qui se répètent à chaque génération. Certains pensent qu'il s'agit de sécurité, d'autres des messages. Quelques-uns parlent d'une conception si vaste qu'il est impossible de la réveiller. L'idée que l'humanité pourrait également remonter aux anciens est plus controversée. L'ecclésiarchie dénonce ces théories comme une hérésie, et toute recherche suggérant une altération artificielle de l'évolution humaine est rapidement éliminée. Pourtant, dans le labyrinthe de Noctis sur Mars, certains cogitateurs scellés contiennent des comparaisons génétiques entre les premiers primates terriens et des espèces conçues par des lignées xénos connues. Ces similitudes ne sont pas une preuve, mais elles sont troublantes. Certains documents de l'Inquisiteur, profondément enfouis dans les archives de l'Ordo Xénos, décrivent des espèces disparues qui présentent des traits étrangement similaires aux premières formes humaines, bipèdes, utilisant des outils, psychiquement inertes, mais génétiquement stables. Ces espèces ont disparu il y a des millions d'années, laissant derrière elles des outils, des os et des traces d'interférences. Si les anciens ont façonné l'humanité, cela soulève des questions encore plus dangereuses. Les humains ont-ils été créés pour équilibrer les Eldars, pour contrer le chaos, comme une dernière expérience après leurs échecs avec les autres races? Ou n'était-il qu'un accident laissé à l'état sauvage, à la suite d'une expérience vouée à l'échec? Dans toute la galaxie, des fragments de leur travail subsistent. Les ruines présentent des mosaïques d'espèces jamais vues, dont les images sont stylisées, mais arrangées avec soin. Certaines semblent être des ancêtres des Eldar, d'autres des Slann. Quelques-unes sont totalement inconnues, peut-être des prototypes ratés ou des espèces qui n'ont pas survécu à la longue nuit qui a suivi la chute des anciens. Les xénomythes de races obscures comme les Rudes et les Jokaero parlent en énigme des jardiniers du ciel, des mers du feu et de ceux qui ont tracé les premiers cercles. Bien qu'elles soient considérées comme du folklore, la cohérence entre des cultures séparées par des dizaines de milliers d'années-lumière suggère l'existence d'un point d'origine commun. Un point d'origine qui n'est pas basé sur le culte, mais sur la mémoire. L'Adeptus Mechanicus a tenté, dans le plus grand secret, de recouper les plans génétiques des espèces xénos connues. Bien que les résultats soient incomplets, des schémas émergent, des signatures cachées, des symétries mathématiques dans les séquences d'ADN, des structures qui suggèrent non pas une évolution, mais une orchestration. La raison pour laquelle les anciens ont créé autant d'espèces reste un sujet de spéculation. Certains pensent qu'il s'agissait d'un équilibre, d'un rempart vivant contre la montée des énergies du Warp.
D'autres affirment qu'ils étaient désespérés, tentant de créer une coalition de survie face à la montée du Nécrontyre. Une dernière théorie, plus obsédante, propose que les anciens aient ensemencé la galaxie à la recherche de quelque chose qui pourrait en hériter. Non pas pour régner, mais pour perdurer. La galaxie d'aujourd'hui est leur héritage, fragmentée et violente. Leurs enfants guerroient sans fin, oubliant les mains qui les ont façonnés, mais dans chaque espèce, dans chaque recoin de la vie sensible, quelque chose demeure, une signature, un but ou une erreur. Bien avant l'ère de l'Impérium, bien avant que l'humanité n'atteigne les étoiles, il existait une race définie non pas par l'ambition, mais par l'amertume. Les Nécrontyres sont nés sous un soleil mourant, un monde imprégné de radiation, leur durée de vie étant courte et douloureuse. Là où les anciens marchaient dans la lumière de l'immortalité, les Nécrontyres souffraient de l'indignité du temps. Et de cette souffrance est née l'envie. La civilisation du Nécrontyre était caractérisée par un éclat froid et une fierté déclinante. Ils construisaient de vastes cités d'obsidienne et de métal, couronnées d'imposantes flèches qui s'élançaient vers un ciel qui ne leur apportait jamais de chaleur. Leur science rivalisait avec les premiers travaux des anciens, mais leurs âmes étaient empoisonnées par le ressentiment. Ils contemplaient les anciens, non seulement avec crainte, mais aussi avec fureur. Les anciens étaient immortels, maîtres de la chaîne et de la matière, sereins dans leur maîtrise. Les Nécrontyres, aussi avancés soient-ils, restaient enchaînés à la mortalité et à la souffrance. Les tensions ont couvé pendant des millénaires. Les anciens, conscients de l'existence des Nécrontyres, les traitaient avec une attitude distante. Ils n'avaient pas besoin de guerre. Ils avaient déjà gagné à leurs yeux. Mais pour les Nécrontyres, cette indifférence était la dernière insulte. Ils déclarèrent la guerre, non seulement aux anciens, mais aussi à l'injustice de leur existence. C'est ainsi que commença ce que l'on appellera plus tard la guerre du ciel. Un conflit non pas de planète ou d'empire, mais d'idéologie, de la biologie contre la divinité, de la mortalité contre l'éternité. Cette guerre n'a pas duré des décennies ou des siècles, elle a duré des millions d'années. Les premières phases de la guerre ont favorisé les anciens. Leur maîtrise de la voie du web leur permettait de frapper sans prévenir, de disparaître sans laisser de traces. Leurs technologies issues du warp et leur construction psychique déchiraient les flottes des Nécrontyres. Les Nécrontyres, bien que redoutables, ne pouvaient rivaliser avec les dieux. Ils étaient brillants, mais limités. Leur mort était réelle. Leur souffrance se poursuivait. Et puis tout a changé. Quelque part aux confins de l'existence, le Nécrontyre les a trouvés. Les Cétanes, des êtres d'énergie et de faim nés dans les étoiles, des dieux endormis faits de lumière phasique et de radiation cosmique. Le Nécrontyre les a appelés, les a réveillés et les a vénérés. En retour, les Cétanes leur offrirent la chose qu'ils désiraient le plus. L'éternité, le prix à payer était leur âme. Grâce au processus de biotransfert, les Nécrontyres se sont débarrassés de leur corps fragile et sont devenus des nécrons, immortels, mécaniques, insensibles. Leurs esprits ont été téléchargés dans des corps de métal vivants, leurs essences liées à une logique codée en dur. À cet instant, les Nécrontyres moururent et les Nécrons naquirent. La galaxie trembla devant cette transformation. Désormais immunisés contre le vieillissement, la douleur et la mortalité, les Nécrons tournèrent leur fureur vers les étoiles. Le Cétane les mena dans une seconde phase de la guerre, une phase qui brûla bien plus fort. Les mondes furent réduits en cendres. Les étoiles s'éteignirent. Des systèmes entiers tombèrent dans le silence. Les anciens, autrefois intouchables, commençaient à perdre du terrain.
Leur passerelle leur donnait encore de la mobilité. Mais les Nécrons avaient une patience qui ne connaissait plus la mort. Ils pouvaient attendre. Ils pouvaient réduire les étoiles en poussière. Et derrière eux se tenaient les Citanes, se nourrissant de soleil, façonnant la réalité elle-même à l'aide de mains d'énergie griffues. Les cartes stellaires de l'époque, récupérées dans des cristaux de données brisés et reconstituées par l'écho de distorsion, montrent des régions autrefois pleines de vie, aujourd'hui transformées en tombeaux. Des systèmes qui abritaient autrefois des espèces prospères n'affichent plus que le silence. Sur de vastes étendues de la galaxie, les étoiles elles-mêmes portent des cicatrices, manquantes, assombries ou perturbées par d'anciennes signatures énergétiques qui ne sont pas conformes à la compréhension moderne. La guerre a remodelé la galaxie. Elle a marqué le warp. Et bien que les anciens se soient battus avec désespoir et brio, même eux ont commencé à se fracturer sous la marée sans fin. Pourtant, dans leur transformation, les Nécrons ont perdu plus que de la chair. Leurs âmes, tordues par le processus, les ont laissés diminuer. Certains commencèrent à se poser des questions. D'autres, silencieux dans leurs tombes éternelles, oublièrent qui ils étaient autrefois. Les Nécrons finirent par se retourner contre les Cétanes, les réduisant en fragments et emprisonnant leurs restes. Mais à ce moment-là, la guerre avait déjà pris fin, non pas par une victoire, mais par l'épuisement. Les anciens se sont évanouis dans le mythe. Les Nécrons se sont endormis sous les mondes qu'ils avaient ruinés. Et la galaxie, brisée et vidée, fut laissée à l'abandon. Aujourd'hui, des millénaires plus tard, les étoiles témoignent encore. Le Mechanicus observe d'étranges régions de silence absolu, des secteurs entiers où aucun signal ne revient, des systèmes morts, épargnés par les tyrannides ou le chaos. Des mondes tombent, pulsent avec des scintillements d'énergie, leurs occupants s'agitent. Dans ces lieux morts, la mémoire de l'envie demeure, et dans cette envie, les graines de l'apocalypse sommeillent encore. Avant les moteurs de distorsion, avant les champs de Gellar et les navigateurs, avant que l'humanité n'ose franchir l'immatérium avec des vaisseaux rudimentaires et un espoir aveugle, il existait un système de voyage si avancé qu'il aurait pu être magique. La passerelle. Créée non pas après coup, mais en tant que pilier principal de leur civilisation, les anciens ont tissé la voie du web à travers les étoiles, comme un écheveau de soie invisible. Ce n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une sauvegarde, un réseau secret taillé entre les réalités, à l'abri des marées et des terreurs de la distorsion. Entrer dans la voie du web, ce n'était pas entrer dans la distorsion, c'était la contourner. Dans ces couloirs impossibles, on pouvait passer d'une étoile à l'autre sans jamais toucher à la folie de l'immatérium. Il n'y avait pas de démons dans la voie du web, pas de marée, pas de tempête. Il n'y avait que le silence d'un but sans âge et le bourdonnement de la stabilité. Mais pourquoi construire une telle chose? Pour l'Adeptus Mechanicus, qui a passé des vies entières à étudier ces vestiges, la voie du web n'est pas un simple moyen de transport. C'est une philosophie de conception rendue manifeste. Contrairement au voyage de l'Imperium basé sur la distorsion, qui repose sur la foi et l'intuition psychique, la voie du web obéit à la géométrie. Elle est structurée, stable. Pourtant, sa construction défie toute explication. Les tentatives de recréer ne serait-ce que de petits segments de son architecture se sont soldées par des effondrements catastrophiques, des distorsions spatiales ou tout simplement des disparitions. Les explorateurs envoyés dans les branches brisées de la voie du web sont revenus avec des esprits fracturés, décrivant des tunnels qui se referment sur eux-mêmes, des portes qui s'ouvrent sur des souvenirs passés, ou des chemins qui semblent mener à d'autres galaxies.
Certains reviennent vieillis de plusieurs décennies, d'autres, à peine quelques heures. Certains ne reviennent jamais. Les Eldars, descendants de la conception des anciens, sont la dernière race vivante à conserver un accès partiel à la voie du web. Même eux, malgré leur arrogance et leur savoir ancestral, n'en comprennent plus toute l'étendue. La bibliothèque noire, cachée au plus profond de la voie, est à la fois une forteresse et une archive, vestige de l'époque où la voie était un sanctuaire et non une ruine. Mais les Eldar ne l'ont pas construit, ils en ont hérité, et dans cet héritage se cache un silence qu'ils refusent d'expliquer. D'anciennes archives des Craftworld Eldars évoquent indirectement le premier scellement, un moment où de grands segments de la voie du web ont été fermés à jamais. Non pas à la suite d'une bataille, mais par une volonté délibérée. Les portes n'ont pas été franchies, elles ont été cachées. Elles étaient entourées de runes géométriques et de protections si profondes que même les arlequins n'osaient pas les franchir. On ne sait pas ce qui se trouve au-delà de ces portes scellées. La théorie la plus répandue parmi les ordoxénos est que la voie du web n'était pas un simple moyen de transport, mais un moyen de confinement. Pas pour les Eldar, pas même pour les Nécrons, mais pour quelque chose de plus ancien, quelque chose que les anciens craignaient suffisamment pour l'enfermer dans la réalité elle-même. Le Mechanicus a trouvé des indices dans la façon dont l'espace se plie près des portes de la voie web qui se sont rompues. Dans plusieurs cas, la gravité ne fonctionne pas comme prévu. Le temps se comporte de manière incohérente. Une sonde a renvoyé des données avant d'avoir été lancée. Une autre s'est entièrement volatilisée, mais un serviteur sur Mars a commencé à réciter son journal de bord 10 ans plus tard, mot pour mot, en binaire. Ces anomalies suggèrent que la voie était plus qu'un simple couloir. Il s'agissait peut-être d'un bouclier, d'un barrage qui retenait non pas les entités de distorsion, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui nécessitait une structure immunisée contre le chaos, immunisée contre l'entropie, pour servir à la fois de prison et de route. Certains Eldar murmurent que les anciens ont vu la distorsion s'effilocher bien avant l'avènement des dieux du chaos. Ils savaient que l'immatérium changeait, devenait hostile. C'est ainsi qu'ils ont construit la voie du web, non seulement pour s'en échapper, mais aussi pour empêcher les autres d'atteindre ce qui se trouve à l'extérieur. L'empereur lui-même comprenait le pouvoir de la voie du web. Sa tentative vouée à l'échec d'intégrer le trône d'or dans une nouvelle passerelle humaine témoigne de cette connaissance. Mais même lui n'a pu la dompter. Même lui n'a pas pu ouvrir ses portes les plus profondes. Que fuyaient les anciens? Cette question hante les rares personnes qui étudient les plus anciennes portes de la voie du web. La plupart de ces entrées sont aujourd'hui enfouies sous des tombes de Nécrons, des Craftworlds en ruine ou des zones de distorsion mortelle. Certaines ont probablement été détruites lors de la guerre des cieux. D'autres restent verrouillées, scellées non pas par la technologie, mais par la volonté. Des clés psychiques perdues dans le temps. Des coordonnées supprimées de l'existence. Dans un rapport inquisitorial scellé, récupéré lors d'une expédition conjointe ratée avec des alliés Eldars, une phrase apparaît encore et encore dans les journaux de bord qui ont survécu. Nous n'étions pas censés ouvrir ceci. Quelle que soit la protection offerte par la passerelle, les anciens s'assuraient qu'elle resterait cachée, peut-être pour toujours. Et pourtant, les sceaux se fissurent, les portes se déplacent, la voie du web s'agite. Le temps, même pour les structures anciennes, n'est pas infini. La Webway n'a pas été conçue uniquement pour les déplacements. Il a été construit pour la quarantaine. Et quelque chose peut encore attendre de l'autre côté. La guerre du ciel n'est pas restée confinée aux étoiles. Elle a commencé avec des flottes, des soleils éteints et des mondes réduits en cendres,
les nécrontyres et les anciens se disputant le territoire d'1 million de systèmes. Mais lorsque les nécrons ont pris leur forme nécrodermique et que les cétans ont libéré des pouvoirs tirés des étoiles elles-mêmes, la guerre s'est transformée. Elle a franchi des seuils qui n'étaient pas censés être franchis. Elle s'est répandue dans l'immatérium. Les anciens n'étaient pas seulement des bâtisseurs de biologie et de pierre. Ils étaient les maîtres de la distorsion, non pas de la manière imprudente et dangereuse dont les psycheurs modernes exercent leur pouvoir, mais d'une manière plus profonde, presque organique. Ils ne pliaient pas la distorsion à leur volonté. Ils façonnaient leur volonté en harmonie avec elle. Leur connaissance de l'immatérium leur permettait de créer des espèces à résonance psychique, de transformer les pensées en structures, les émotions en pouvoir. Et c'est dans la distorsion qu'ils ont tenu leur dernier discours. Alors que les nécrons balayaient la galaxie dans l'espace réel, immunisés contre l'âge et les dommages, les anciens cherchèrent un autre champ de bataille, un champ que les nécrons ne pouvaient pas dominer aussi facilement. Ils se retirèrent dans le warp, non pas pour se cacher, mais pour se battre à l'intérieur de l'âme de la réalité. Là, la guerre devient surréaliste. Les anciens voyants Eldars, dont les souvenirs s'étendent dans le long crépuscule de la préhistoire, enregistrent des visions de bataille menées non pas avec des armes, mais avec des concepts. Des guerres où des civilisations entières sont mortes sous forme d'idées, où l'espoir lui-même a pu être écorché, et où les noms sont devenus des armes plus tranchantes que n'importe quelle lame. Les anciens ont libéré des armes psychiques comme on n'en a plus jamais vu. Ils ont créé des tempêtes de désespoir, semé des illusions qui ont duré des siècles, construit des sanctuaires de croyances capables de repousser même les cétanes. Ils ont attiré des systèmes entiers dans des poches de distorsion stabilisées, les enfermant dans des voûtes intemporelles pour échapper à l'assaut. Mais la distorsion était en train de changer. Le conflit avec les cétanes et la dévastation causée par les nécrons ont déformé l'immatérium. Les émotions ont déferlé dans le warp, sans filtre et avec violence. Désespoir, rage, chagrin, haine. La douleur psychique d'une galaxie mourante inonda la mer des âmes, et le warp se tordit en réponse. Les premières proto-entités commencèrent à se former. Pas des démons, pas encore, mais des échos de ce qu'ils deviendraient, des ombres de haine, des murmures d'ambition. Les graines du chaos prirent racine. Les anciens, malgré toute leur puissance, n'auraient pas pu prévoir ce qu'ils étaient en train d'engendrer. Leur guerre dans la distorsion, leur manipulation de la pensée et des sentiments à l'échelle galactique, ont donné forme à quelque chose d'involontaire. Chaque acte de défense, chaque déchaînement de puissance psychique alimentait la tempête. Et les cétanes, malgré toute leur faim, ne pouvaient pas les suivre là-bas. Les dieux des étoiles étaient des êtres de divinité matérielle, glorieux et vastes, mais liés aux lois physiques. Dans la distorsion, ils étaient aveugles, impuissants. Mais leur destruction a laissé des cicatrices. En se nourrissant d'âmes et de soleil, ils avaient déjà déchiré le voile entre les réalités. Une ancienne légende, Eldar, parle du voile de la neige ardente, un endroit dans le warp où les anciens ont tenu leur dernier et plus grand combat. C'est là, dit-on, qu'ils ont fusionné la mémoire et le temps en une arme, piégeant tout un éclat de cétans dans un paradoxe, le scellant dans un écho qui tourne en boucle pour toujours. Un autre récit, plus fragmenté, parle d'une espèce que les anciens ont conçue spécifiquement pour exister dans les deux royaumes à la fois, des êtres à double présence, destinés à tenir la ligne contre ce qui s'annonçait. Cette espèce n'est jamais nommée. Aujourd'hui encore, les échos de ces batailles persistent. Les astropathes parlent parfois de cris dans leur sommeil, de tonalités et d'harmonies qui ne correspondent à aucune langue connue, mais qui leur semblent familières.
Des tempêtes de distorsion éclatent sans avertissement dans les régions marquées sur les anciennes cartes stellaires comme étant les champs de bataille des anciens. Il arrive qu'un vaisseau émerge du warp avec des images dans ses cogitateurs, des glyphes qui ne se traduisent pas, mais qui provoquent une terreur instinctive. Certains érudits de l'Inquisiteur suggèrent que le tissu même du chaos, l'existence des grandes puissances, peut être retracé à cette époque. Khorne, Tzientch, Nurgle et Slaanesh ne sont pas des sous-produits naturels de l'émotion sensible, mais plutôt des reflets, projetés et amplifiés par l'ancienne lutte. Les anciens, dans leur désespoir, ont peut-être engendré leur propre perte. Leur guerre, aussi noble qu'elle ait pu être, ne s'est pas terminée par un vainqueur clair. Elle s'est terminée par un silence et une transformation. La galaxie changea. La distorsion n'était plus un jardin de la pensée, elle devint un champ de bataille de Dieu. Les anciens ont disparu, les nécrons dormirent, et le warp devint hanté. Pourtant, quelque part, dans ce maelstrom, leur guerre résonne encore. Dans les marées qui se déplacent sans prévenir, dans les rêves psychiques qui n'ont pas lieu d'être, dans les choses qui se murmurent dans les recoins de l'immatérium, non pas de ce qui est, mais de ce qui a été, dans l'ombre de la guerre des cieux, alors que les galaxies brûlaient et que les étoiles tombaient dans le silence. Quelque chose de plus ancien que le feu et de plus profond que la mort commença à s'agiter. La chaîne, autrefois fluide et réactive, toile de la pensée et de l'émotion, se tordit. Ce qui n'était qu'un reflet malléable de la conscience devint une toute autre chose, un creuset pour la divinité. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard ou d'une évolution aléatoire. C'est le coup de la guerre. Les anciens étaient les maîtres de la distorsion. Ils ont façonné des espèces non seulement en chair et en os, mais aussi en âme. Ils ont créé des races entières imprégnées de résonances psychiques, intégrant des émotions, des instincts et des objectifs dans leur biologie même. Ces espèces étaient leurs armes, leur protection, leur héritage. Mais elles étaient aussi des torches allumées dans la vaste obscurité de l'immatérium, et ensemble, elles brûlaient avec éclat. Trop lumineux. Lorsque les nécrons et leurs alliés Stan mirent l'espace réel au bord de la ruine, les anciens réagirent non pas avec des flottes, mais avec des pensées devenues manifestes. Leurs créations devinrent non seulement des soldats, mais aussi des conduits, projetant la peur, la haine, la douleur et le chagrin dans le warp à une échelle sans précédent. Des civilisations entières tombèrent dans l'agonie, et cette agonie ne disparut pas. Elle perdura. La chaîne, qui n'a jamais été un support passif, commença à réagir. Des tourbillons d'émotions brutes se condensèrent. Les échos devinrent des entités. Les fragments devinrent des formes. L'informe commença à avoir faim. Ce qui émergea de ce creuset n'était pas immédiatement reconnaissable. Il ne s'agissait pas des dieux du chaos tels que l'Imperium les connaît aujourd'hui. Pas encore. Mais leurs graines ont été plantées à cette époque lointaine, nourries par la guerre et des traumatismes psychiques incessants. Les premiers signes apparaissent dans des textes cultuels ésotériques et des visions chamaniques, souvent considérées comme des métaphores. Chez les Eldars, cachés dans les cycles de mythes fracturés des Arlequins, on trouve des récits sur les quatre qui attendaient. Des êtres qui ne sont pas nés, mais qui ont été assemblés, tissés à partir des échos de la guerre, de la rage, de la tristesse et du désir collectif. Leurs noms ne sont jamais prononcés. Ils ne sont désignés que par les termes suivants: le bord du miroir, la main invisible, la pourriture qui pense et la lame qui se cache derrière la joie. Bien avant l'avènement de l'empereur, les chamans humains parlaient d'un royaume
où la pensée prenait forme et se nourrissait d'elle-même. En transe et en vision, il voyait des trônes se former dans les tempêtes, des visages sans corps murmurer des promesses. Une vision revient dans les archives tribales de la Terra pré-impériale, un ciel de visages hurlants, chacun pleurant du sang, disposé en spirale. Il existe une possibilité troublante, murmurée par les éléments les plus radicaux de l'Ordo Malleus, que les anciens, dans leur désespoir, aient donné naissance aux êtres mêmes qui allaient plus tard déchirer leur création. Que Khorne, dieu de la rage et du massacre, a trouvé son premier souffle dans l'agonie de guerriers psychiques mourant au combat. Tzeentch, architecte du destin, est né de la toile de manipulation psychique tissée au cours de millénaires de guerre. Que Nurgle s'est développé à partir de la pourriture des mondes, abandonnés à la décadence et au chagrin. Et Slaanesh, peut-être le plus terrifiant de tous, est né de l'écho déformé du plaisir, de la douleur et de l'orgueil qui a saturé les constructions psychiques des anciens. Certains affirment qu'il ne s'agit pas simplement d'un effet secondaire de la guerre, mais d'une erreur de calcul. Les anciens, en façonnant la chaîne comme un outil, n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un miroir. Et les miroirs, sous la pression, se brisent. Le terme de panthéon brisé n'apparaît pas dans la doctrine impériale officielle, mais il circule dans des manuscrits interdits, rédigés par des psycheurs véreux, des sorciers Eldar bannis et des inquisiteurs qui ont osé penser en dehors des limites permises. Il s'agit d'une théorie selon laquelle les dieux du chaos ne sont pas éternels, mais émergents. Ils sont nés d'une crise, d'une réaction, d'un échec. Et que le premier panthéon, la cosmologie psychique des anciens, a été détruit et remplacé par des cauchemars. Les Slann, l'un des rares vestiges connus susceptibles d'être liés aux anciens, ont été observés en train d'accomplir d'étranges rituels avant les tempêtes de distorsion. Ils ne prient pas, ils ne chantent pas, ils marquent simplement un symbole dans l'air, une spirale coupée par une ligne. Ce même symbole a été retrouvé gravé dans des ruines Xénos antérieures à la chute des Eldar. Il apparaît à nouveau dans des tomes interdits, scellés dans le Librarium Obscurus sur Terra. Sa signification est incertaine, mais le motif est récurrent. Encore et encore. Un avertissement, ou peut-être une signature. Ce qui terrifie les chercheurs qui ont suivi cette piste, ce n'est pas l'idée que le chaos existe. C'est la possibilité qu'il ait été fabriqué. Il ne s'agit pas d'une arme, mais d'une conséquence. Il ne s'agit pas d'un acte de malveillance, mais d'une conception mal comprise. Et si les anciens ont créé les dieux du chaos par accident, qu'ont-ils laissé d'autres derrière eux? Quels sont les autres échos qui attendent encore de se réveiller?